Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout pour cette vidéo spéciale, puisque je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé pas mal de questions sur mon compte Instagram, je vous avais proposé en story de me poser les questions que vous souhaitiez. D'habitude, quand je fais ça, j'ai des questions, mais j'en ai pas énormément. Là, j'en ai eu vraiment beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais du coup, parce que je suis pas habituée à ça, donc merci beaucoup. En revanche, pour une fois, je ne répondrai pas à toutes les questions parce que certaines, les gens le savent parce que c'était vraiment des questions où la réponse tenait en 3 mots, donc je leur ai répondu directement en fait. Mais il y a un autre type de questions, vous avez été plusieurs à me poser des questions que j'ai trouvées selon mes propres critères trop personnelles. Et donc, je ne souhaite pas aborder ces points-là avec vous. Je partage beaucoup, je pense. Beaucoup. Certainement trop. Parce que c'est ce que je me suis dit, en fait, en lisant certaines questions. Je me suis dit, peut-être que si on me pose ces questions, c'est parce que mes limites sont plus éloignées que la plupart et on pense que, du coup, j'en ai pas. Et voilà. Après, j'ai toujours été... vous voyez comment sont mes vlogs, vous voyez, je suis quand même assez naturelle. Alors, vous êtes beaucoup à me dire que je suis authentique et ça c'est un compliment qui me touche beaucoup, mais voilà, il y a un côté où vous savez qu'il n'y a pas trop de tabou et que je dis globalement ce que je pense, etc. Et peut-être que c'est ce ton-là qui, ma manière d'être quelque part, qui vous donne envie de me poser aussi certaines questions, mais voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vais mettre juste quelques limites et donc je vais me permettre de ne pas répondre à certaines de vos questions. Si vraiment ça vous titille beaucoup, je suis tout à fait disponible en message privé pour échanger. Alors ça ne veut pas forcément dire répondre, hein, mais pour échanger, si vous voulez savoir pourquoi j'ai trouvé votre question beaucoup trop personnelle. Alors, je commence, j'ai pas du tout, j'ai fait juste des imprimés écran des questions, j'ai pas classé, donc ça va être, voilà, un peu comme ça vient, quoi. La plus belle expérience que tu as vécue grâce à Bookstar. Et alors, c'est une très chouette question. Parce que c'était pas évident. Alors, j'ai regardé dans mes bilans, vous le savez, j'aime bien faire sur Instagram des bilans en story à chaque fin d'année. Ce sont des bilans que je mets dans mes stories à la une. C'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment, ça me permet de faire un point sur l'année et de me dire « Oh, c'était pas si mal sur ça et ça. Bon, allez, très bien. Je ne garde que le positif et puis on démarre pour autre chose. » Et ça me permet aussi de me rappeler de choses, en fait. Et les plus grandes expériences que j'ai pu vivre grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux en général, c'est quelque chose, une catégorie que je mets dans mes stories à la une depuis, là c'était la 2e année. Donc j'ai repioché dedans pour aller trouver des idées et pour me souvenir, pour être sûre de ne pas oublier un truc énorme. Bon, ça se trouve j'oublierai quand même, mais bon. Alors, il y a le fait que la télé soit venue à la maison. Quand France 3 est venue, on venait à peine d'emménager, voilà. Et France 3 est venue pour faire en fait, ils avaient un reportage sur la lecture, etc. Et en fait, ils sont venus pour que je parle de ça. Enfin. Que ce soit les livres audio, les livres papier, mes photos, mon compte YouTube, enfin ma chaîne YouTube, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Donc ils sont venus un après-midi, voilà, je sais plus trop ce que j'ai pu dire, enfin en tout cas j'avais mis ça en réel, j'avais récupéré le petit bout de vidéo. Et en fait le hasard faisait que le soir ils avaient un événement littéraire pour voir à quoi ça ressemblait et c'était le même que celui où j'allais, donc on s'est retrouvés là-bas sur une péniche et ça leur a permis aussi de, je sais plus s'ils avaient gardé des bouts de ce que j'avais dit, parce qu'ils m'ont quand même pas mal interviewé avant de garder que des petits bouts. En tout cas on me voit là-bas. Mais est-ce que... Oh, je sais plus. Bref, je sais plus du tout. Mais voilà, ça, c'était une expérience incroyable que j'ai vécue grâce à quelqu'un en particulier qui travaille dans une maison d'édition qui a pensé à moi quand elle avait été sollicitée, puis il fallait trouver quelqu'un et elle a tout de suite pensé à moi. Et voilà, je la remercie 1000 fois. Donc ça, c'était incroyable. Grâce à la même personne, j'ai interviewé Melissa d'Acosta dans une librairie, mais ça date, hein, parce qu'on n'avait pas déménagé, c'était il y a 2-3 ans.
Puis après, je l'avais ramené chez elle. Voilà, on avait dîné ensemble, puis avec plusieurs personnes. Donc ça, mais ça, je l'avais pas noté, mais ça me vient en fait, parce que c'était la même personne. Et alors cette année, bon, enfin, je veux dire en 2024, pas là en 2025, j'étais sur des bus parisiens. Alors ça, c'était dingue. Je peux vous dire que ça s'est fait très bizarre de s'installer en terrasse, de prendre un goûter avec ma grande, de tourner la tête, de me voir sur un bus, de prendre une bouchée, de tourner la tête, de me voir sur un bus. Et ça a été assez fou parce que, alors au travail, on m'a dit, ben, je t'ai vu sur un bus. Des auteurs m'en ont parlé aussi. Mais voilà, c'était assez incroyable. Après, dans tout ce que j'ai vécu comme expérience super chouette, il y a énormément d'événements littéraires, de collaborations qui mènent à des choses incroyables, genre être avec Franck Tillier lors de l'enregistrement de son livre audio, et donc être à côté de lui quand il découvre ça, etc. Enfin, incroyable. Enfin, en 2023, j'ai été invitée à Liège par Thalys. J'étais logée dans un super chouette hôtel avec ma grande. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a la sortie de mon livre tricot. Alors, bon, c'est un peu, du coup, c'est le fait d'être sur Instagram, mais c'est dans la partie tricot, etc. Mais voilà, j'ai vécu énormément de choses, énormément justement de collaborations, d'événements, d'invitations, etc. Et puis bah tout ça c'est grâce à vous aussi parce que oui c'est sûr que je crée le contenu, je vous propose des choses, mais derrière je vous propose et vous êtes enthousiaste en fait. Et si vous n'aviez pas cet enthousiasme-là, bah derrière ça fonctionnerait pas. Enfin je dis pas que ça fonctionne, hein, je suis pas en train de prendre la grosse tête, mais je veux dire que derrière, si vous n'étiez pas autant à me suivre, si vous n'étiez pas autant à interagir avec les contenus, parce que ça c'est hyper important, le fait de liker, partager, etc., enregistrer les posts sur Instagram, etc., tout ça, c'est un petit signal à Instagram pour dire ah bah en fait cette publication, je la trouve bien, voilà. Et donc si vous n'aviez pas fait tout ça, si vous n'aviez pas signalé à Instagram que ça vous intéressait, si vous n'étiez pas là sur YouTube, eh ben je sais que la plupart de tout ça, je ne l'aurais pas vécu. Donc merci. Voilà, donc des super chouettes expériences. Quels auteurs aimerais-tu découvrir en 2025? Et alors là, je ne sais pas. Comme ça, j'ai pas... Enfin, je suis en train de regarder ma palle, si vous voulez, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais vous dire. Il y a Alex Michaelides, je sais pas si ça se prononce comme ça, que j'ai très envie de découvrir avec Dans son silence. Ce livre, il est dans ma palle depuis 1 an. Je veux le découvrir, notamment parce que ces derniers temps-là, je me suis prise de passion pour TikTok, pour la création de contenu sur TikTok. Donc je fais du contenu exclusif sur TikTok. C'est très rigolo à faire, je trouve. Ça change vraiment, c'est hyper complémentaire avec ce que je peux vous proposer. Enfin là, les vidéos que je vous propose ici, bien évidemment que je les mets pas sur TikTok et bien évidemment que je les mets pas sur Instagram. Ce que je fais sur Instagram... en dehors des réels, parce que les réels, je les mets en short sur YouTube et je les mets aussi en vidéo sur TikTok, mais les posts, voilà, tout type de photos, etc., tout ça, bah, c'est dédié à Instagram, avec des stories pour Instagram, etc. Donc déjà, mes deux réseaux sociaux, pardon, principaux, TikTok... je raconte n'importe quoi. Mes 2 réseaux sociaux principaux, YouTube et Instagram, je fais pas les mêmes choses, ce qui est logique. Et donc j'en ajoute un 3e, TikTok, que j'avais plus ou moins, mais je mettais beaucoup de réels Instagram et je faisais rien de particulier. Et ben là, ces derniers temps, je me suis amusée à mettre du contenu exclusif et forcément c'est du contenu qu'il n'y a que là et qui n'aurait pas de sens sur YouTube ou sur Instagram, je trouve, ou alors en story sur Instagram, mais voilà. Je sais pas des choses que je veux voir forcément en réel. Et puis en plus, sur TikTok, sur une journée, je peux très bien poster 6, 7, 8 fois. C'est pas grave, quoi. Je vais pas poster 6, 7, 8 fois sur Instagram. Non, je le ferai pas. Et puis, je soigne beaucoup plus sur Instagram ce que je peux faire, moins sur TikTok. Donc, c'est agréable, du coup, sur TikTok. Mais moi, j'aime bien aussi ce que je fais sur Instagram. Donc, comme je vous dis, ça se complète. Et donc, ce fameux livre-là, Dans son silence, ben, je l'ai beaucoup vu sur des comptes TikTok. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans le monde TikTok, on parle pas de polar, mais on parle que de thriller en fait. Le reste n'existe pas, alors que normalement on a le genre des polars et à l'intérieur on a des sous-genres et tout. Bah, en fait pour TikTok on a le genre des thrillers.
auteurs, quoi. Donc, ils sont très très fans de Karine Giebel. Il y a le livre Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, qui est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en grand format en 2023. Mais il cartonne sur TikTok. Enfin, c'est très drôle. C'est un monde vraiment différent, en fait, d'Instagram. Et ce livre est ressorti plusieurs fois et je me dis, non, mais quand même, il faut vraiment que je le lise. Donc, peut-être... Alors, c'est pas une découverte d'auteur en même temps. Ouais, ça va pas trop avec la question parce que... Non, j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Alors, je vais trouver quelqu'un d'autre. Jacob, pardon. Oh, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à voir d'ici. Alors ça, c'est un auteur que je veux découvrir. Jacob. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Jakub Zvamalek. Et je vous le dis vraiment en français, hein. Donc je sais que ça se prononce pas comme ça. Avec, il y a 3 tomes qui sont sortis, je crois. Le premier, c'est Tu sais qui. Et j'en entends beaucoup parler et ça a beaucoup de succès. Et donc ça m'intéresserait parce que moi j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Donc ça, c'est un auteur que j'aimerais découvrir pour le coup. Ali Reynolds aussi. Il y a des cosy mystery que j'aimerais découvrir, comme Bienvenue à l'Hôtel Savoy, comme Lynn Messina avec... Heureusement que j'ai un ordinateur à côté. C'est comment une enquête de Béatrice Heideclair. Donc voilà, mais je vous dis ça un peu comme ça et c'est pas forcément... je me suis pas dit à tout prix que je veux découvrir ces auteurs, mais c'est là en jetant un coup d'œil. Oui, Karine Slaughter par exemple, Arthur Roger... voilà, mes yeux sont en train de naviguer. Si, Denis Léane, aussi, c'est beaucoup de polar ce que je vous dis, hein. Ouais, non, là à côté, c'est pas forcément... Si, bah Claire McGowan, puisque je vous en ai tellement parlé dans mes vlogmas, j'attendais son livre avec impatience. Voilà, bon, c'est pas... Enfin, je vous dis des auteurs comme ça, c'est absolument pas exhaustif et c'est pas des auteurs où je me suis dit non mais vraiment mon année elle va être ratée si je les découvre pas. Non, mais ça fait partie des envies que j'ai là et si vous me posez la question dans un mois, je vais vous sortir une liste de 10 autres noms et voilà. Alors, les sorties littéraires de ce premier semestre que tu attends le plus. Oh, c'est difficile. Premier semestre, ça va loin, ça va très loin. On m'a demandé d'ailleurs il n'y a pas longtemps comment est-ce que je m'informais des sorties à venir. J'ai pas quelque chose de très rigoureux en fait, mais je m'informe, on va dire, de 2 façons, 3 façons. Allez, 3 façons. Bah, 2 façons, mais il y en a une où il y a 2 parties. La première façon, c'est Instagram. Mais dans Instagram, il y a 2 parties. Je suis les maisons d'édition et je suis les auteurs. Alors, je suis les maisons d'édition que j'apprécie. Je suis les auteurs que j'apprécie. J'ai commencé à arrêter de suivre des auteurs que je n'avais pas lus parce que je trouve que c'est ridicule de faire ça. Alors, enfin... non mais façon de parler, puis en plus c'est pas vrai ce que je vous dis parce que je pense notamment à une autrice que je suis alors que je l'ai pas lu encore. Mais... non mais c'est parce que il faut faire un choix à un moment donné, je peux pas suivre tout le monde et le choix il a été à un moment donné de me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de suivre tous les auteurs des livres qui sont dans ma palle ou est-ce que je peux me permettre de ne pas suivre un auteur si je ne l'ai pas encore lu. Voilà, il y a eu un choix comme ça. Donc avec ces suivis sur Instagram, bah ça m'aide globalement parce que la maison d'édition va faire un teasing sur un livre, va faire un cover reveal, va donner la date, le résumé, plein de choses. L'auteur va faire pareil, mais des fois on peut le louper sur l'un et l'autre nous permet de le rattraper. Des fois l'auteur va faire plus que sa maison d'édition, des fois ça peut être l'inverse aussi. Enfin voilà, avec les deux, ça me permet globalement d'être tenue au courant. Là, on va arriver petit à petit dans la grosse période. Là, je peux vous dire que je me prépare mentalement. J'ai réfléchi à des trucs et tout ça. Je me suis dit qu'en ce moment, enfin sur cette période, mes avis lecture sur YouTube, là, mes petites vidéos du matin, ce sera peut-être pas mal avec toutes les sorties qu'on va avoir. Moi, je suis pas une lectrice, comment dire ça, très littéraire, très exigeante, et donc je suis pas une lectrice de rentrée littéraire au mois d'août. J'en lis, j'en ai lu pas mal, je vous en ai proposé pas mal, mais franchement c'était rien, genre j'en ai lu 15 sur les 450 qui sont sortis, enfin bon, donc c'est pas grand chose quoi. C'est pas forcément les livres qui me plaisent le plus, mais je peux y faire des chouettes découvertes.
Je suis pas une lectrice de la rentrée littéraire d'hiver, là, sur les livres qui sortent, mais vraiment tamponnés, rentrée littéraire de janvier, ben, j'en lis pas tant que ça non plus. J'en ai pas demandé beaucoup par rapport aux partenariats que je peux avoir. Par contre, toutes les sorties des auteurs populaires, des auteurs qui se vendent énormément, qui écrivent, ben moi j'aime bien leur écriture, enfin d'une façon certainement plus accessible et c'est bien, c'est pas bien, chacun a son avis dessus, mais en tout cas cette période-là qui est principalement de mars-avril, début mai, fin février, on peut ajouter aussi, ben, cette grosse période, ben, c'est ma période. Voilà, c'est là où moi je suis à fond dans les sorties. Et donc là, on va vraiment arriver sur cette période-là. Donc là, on va avoir plein de sorties d'auteurs que j'apprécie, mais je me doute que Alexis Laipsker va sortir un nouveau livre à peu près à la même période que d'habitude, que Bernard Minet ce sera pareil, que Franck Tillier ce sera la même chose, Laure Manel, Virginie Grimaldi, enfin voilà, tous les auteurs que j'adore. Aurélie Valognes, ça a été annoncé. Elle change de maison d'édition. Il y a, voilà, donc bah tout ça, je vais le suivre en fait. Je vais le suivre, mais je vais pas le chercher. Je vais le suivre quand ça va me tomber dessus, en fait. Faut savoir que alors, j'aime bien découvrir les couvertures, j'aime bien découvrir les titres, mais je suis pas à fond sur ces découvertes-là. De quoi ça parle? Bah, si c'est un auteur que j'aime bien, surtout, je ne lirai pas du tout la 4e de couverture parce que je veux garder totalement la surprise. J'ai reçu le catalogue Fleuve il y a 1 ou 2 semaines. Si vous me dites, ah, t'as vu le nouveau Franck Tillier, t'as vu de quoi ça parle, t'as vu le titre, t'as vu... Non. Moi, il y avait une information qui m'intéressait sur ce Franck Tillier, c'est est-ce que ça allait être un Charcot ou pas. J'ai eu mon information, même si on sait que il fait un Charcot et Anne Belle une année sur 2, et puis l'autre année c'est un one-shot, ou alors la trilogie du manuscrit inachevé, ou voilà. Donc on sait, l'année dernière, il a sorti un one-shot, bah cette année c'est censé être un Charcot. Donc j'ai juste vérifié cette info, puis après, voilà, je le découvrirai, je le redécouvrirai, etc. Voilà, donc j'aime bien avoir un côté surprise aussi, en fait. C'est des fois où je vais me dire, bah là, c'est bizarre, cet auteur, comment il s'organise cette année? Est-ce qu'il sort un livre 12 mois pile après, 16 mois après, 18 mois après? Enfin, des fois, je vais me dire, ah tiens, en fait, cet auteur, je l'ai pas vu passer, qu'est-ce qu'il en est? Je vais aller gratter. Donc, en fait, quelles sont les sorties littéraires du premier semestre que j'attends le plus? Je pourrais pas répondre. Il y a d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous avais dit qu'il y avait 2 façons pour moi d'être informée. Il y a la partie Instagram, et l'autre façon, c'est parce que j'ai la chance d'être partenaire de nombreuses maisons d'édition. Et donc, et ça, en fait, pour moi, c'est encore plus... C'est vraiment ce sur quoi je vais me poser pour connaître les sorties qui vont arriver. Et donc, bah, je vais recevoir régulièrement le catalogue des sorties. Je vais devoir choisir dans ce catalogue si je suis intéressée ou pas par un livre. Et c'est là où je vais me dire, oh tiens, trop bien, alors qu'est-ce que j'ai eu comme ça? Où je me suis dit, oh mais je savais pas, c'est génial, je suis trop contente. Je crois que ça doit être le dernier catalogue Albin Michel. Oh, je sais plus. Mais moi, j'aime ce côté de hop, j'oublie. Puis quand je le recevoir dans la boîte aux lettres, je dis mais trop bien, mais je savais pas. Alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai demandé, mais j'avais juste oublié. Mais donc, si, non, mais il n'y a pas des livres, il n'y avait pas un polar nordique dans je sais plus. Donc, en fait, là, ce que je vais avoir en tête, c'est plutôt des livres qui font partie, enfin, qui sont pas mal annoncés et qui sortent là bientôt. Bah alors, moi, j'attends le Cédric Cyr. Surtout que là, il est chez Michel Lafon, donc ça m'interpelle beaucoup. J'attends le Christelle Duchamp qui sort chez Verso, mais pour le coup, je l'ai et je vais bientôt le lire. Donc, je vais être sur des sorties très prochaines. Mais il n'y en a pas une que j'attends en particulier. J'ai ma liste d'auteurs préférés et du coup, je vais attendre leur sortie. Un peu comme ça, parce que... Quand il y a un auteur que j'adore, je place la barre encore plus haut et donc il y a peur d'être déçue. Bah oui, ça peut être difficile. Quel est votre avis sur les lectures abandonnées avant la fin? Est-ce qu'on se force ou pas? Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mes envies lecture pour 2025. Moi, ce que j'ai envie de lire, ce sont que des livres que j'aimerais bien à la fin. Difficile hein, de choisir un livre où on sait qu'à la fin, on aura dit « Waouh, ce livre était excellent ». Voilà, je sais, j'ai pas de boule de cristal, vous non plus, donc comment faire? Donc c'est là où je vous ai expliqué que j'allais utiliser Babelio, etc. Donc, en fait, dans cette logique-là, s'il y a un livre que je n'aime pas au bout de 50 pages, c'est ce que je me suis fixé. Alors,
c'est certainement ridicule parce qu'une page n'est pas identique d'un livre à un autre, on a plus ou moins de caractères, et puis des fois 50 pages, c'est tellement écrit petit qu'on a énormément avancé dans l'histoire, des fois c'est tellement écrit gros qu'on est à peine au début de l'histoire. 50 pages sur un livre qu'on fait 150, c'est déjà énorme. 50 pages sur un livre qu'on fait 300, 500, 600, 800, c'est rien. Mais c'est ce que je me suis fixé, voilà. En fait, très concrètement, je lis, puis quand je me dis... je sais pas si je vais être capable de lire ça. Je regarde la page et je me dis où est-ce que j'en suis. Si j'en suis à la page 48, je me dis bon allez, c'est bon, j'arrête. Si j'en suis déjà à la page 80, je me dis ouais, quand même, c'est bon quoi. Enfin, je me pose la question alors que ça fait 80 pages que je le lis, je continue. Enfin, voilà. Donc je me suis fixé ce truc de 50 pages, totalement subjectif. Et donc, si j'apprécie pas, j'abandonne. J'abandonne sans regret parce que j'aurais pas le temps d'une vie de lire tout ce que j'aimerais. Enfin déjà, et de 1. Ensuite, je vise des lectures que j'adore. Je veux être emportée par un livre. Il y a des livres, et notamment, j'en ai commencé un, c'est le nouveau livre de Johanna Gustafsson. Quand on commence son livre, au bout de 2 pages, vous vous dites « Ah la vache, ça y est, je peux pas le lâcher, non mais dingue, fou, 2 pages. 2 pages. » Voilà. On dit souvent que les auteurs soignent leur première page, voire soignent leur premier chapitre, parce que des fois, les lecteurs, pour choisir un livre, vont regarder la couverture, regarder le titre, regarder la 4e de couverture, commencer le livre en librairie pour voir le style, etc. C'est normal, avant un achat, de regarder pour être sûr, etc. Mais en fait, les auteurs en parlent de ça et le savent, et donc certains disent « mais je soigne aussi parce que voilà, c'est un peu ce qui peut donner envie à un lecteur de lire mon livre ». Si le livre, sur le premier chapitre, je continue quand même un petit peu, mais c'est peut-être qu'il ne sera pas trop pour moi. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé de forcer, mais avant, enfin, mon histoire d'abandon, ça date quoi, d'il y a 2-3 ans, avant je me forçais. Et je suis arrivée sur trop de livres où le début était difficile et la fin aussi. Et c'est là où je me suis dit, faut peut-être pas que je me force à continuer, ça doit rester un plaisir en fait. D'où est venu l'amour de la lecture? Alors c'est une bonne question. Mes parents sont lecteurs. Mais mon frère et ma soeur le sont pas trop. Enfin, pas du tout autant que moi, ça c'est sûr. Pas autant que mes parents, ça c'est sûr. Donc, je sais pas trop quoi vous dire parce que ça, enfin, sur le côté familial, etc. Parce que oui, mes parents m'ont transmis l'amour de la lecture, mais ça, c'est pas, je peux pas vous dire ah oui non mais quand les parents lisent, c'est sûr que les enfants lisent. Bah non, j'ai l'exemple que non. Alors nous, dans la famille, avec mon mari, on lit beaucoup, les enfants lisent beaucoup, mais c'est par période. En fait, ils ont tous eu les mêmes périodes, il y a des courbes en fait qu'on suit de classe en classe, et à un moment donné c'est là, puis après c'est là, puis enfin voilà, ils suivent tous la même courbe. Après, j'ai appris à lire quand j'avais 4 ans, et à partir de ce moment-là, voilà, c'est... Donc mes premières lectures, c'était Jojo Lapin. Alors j'avais beaucoup de oui-oui en bibliothèque rose, mais je préférais Jojo Lapin. Voilà, Jojo Lapin, j'adorais vraiment. Et alors ma dernière les a pris mes Jojo Lapin vraiment en très vintage. Déjà à l'époque ils étaient vintage, donc voilà. Et elle les a lus et elle adore aussi, donc c'est très drôle. Donc voilà, puis après j'ai continué dans mes lectures, dans les livres qui m'ont le plus marqué. Il y a Charlie et la chocolaterie, Émile et les détectives, mais plein d'autres genres, et voilà, donc enfin plein d'autres genres, plein d'autres séries, mais peut-être un genre qui déjà commençait parce que j'aimais bien Alice Détective, j'aimais bien certains autres livres de la Bibliothèque Verte, comme c'était un livre avec Hannibal écrit par Hitchcock, c'était très bien. Il y avait même la silhouette d'Hitchcock sur les livres. Et ils avaient un QG et tout, ils faisaient des petites enquêtes. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc j'aimais bien. Donc, d'où me vient l'amour de la lecture? J'aurais envie de dire mes parents, mais je ne sais pas si ça peut être une raison suffisante.
Alors, quels sont pour moi les livres à absolument lire? Je vais vous dire mon livre préféré de tous les temps, Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. C'est le livre que je vous conseille de lire. Après, j'aurais tendance à vous dire mes 2-3 préférés de chaque année, quoi. Si on reprend l'historique depuis que je fais ça, il y a Alabama 1963... qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'île de Yule de Johanna Gustafsson, Ego de Maxime Girardot, enfin voilà. Un petit peu de tout ça. Est-ce que mes goûts ont évolué, mes goûts de lecture ont évolué depuis l'adolescence? J'aurais dû coupler ça avec la question d'avant. Enfin, encore d'avant. Est-ce que mes goûts ont évolué? Oui, certainement. Enfin, non. Oui, certainement, mais non. Non, parce que, enfin... Il y a des gens vers lesquels je vais et vous me voyez en découvrir régulièrement, je viens vous voir, je vous dis « Oh, j'ai lu un roman historique, c'était très bien ». Puis après, j'en relis un 6 mois après, puis je dis « Ah, c'était très bien ». Donc, il y a ce côté-là, où il y a des genres où j'y vais, je repars, j'y vais, je repars. Mais il y en a un qui est constant, c'est clairement les polars, en fait. Donc, ma découverte d'Agatha Christie au collège, ma découverte de Mary Higgins Clark au lycée. J'ai jamais lu que des polars. Mais... j'en ai quand même lu beaucoup, ça a toujours été mon genre préféré, donc voilà. Donc mes goûts ont évolué, peut-être pas tant que ça, parce que j'ai toujours eu ce côté de polar principalement, et puis autre. Des conseils pour commencer Agatha Christie, je vous propose de commencer par le premier, La mystérieuse affaire de Styles, ça vous permettra de découvrir Agatha Christie, mais Hercule Poirot. Et il est très 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 bien, mais c'est pas son meilleur d'après mes critères, donc ça peut vous permettre, donc vous commencez par celui-ci, puis après vous allez vers Le meurtre de Roger Ackroyd. Est-ce qu'il m'arrive d'acheter des livres d'occasion ou de me servir de boîte à livres? Ça va avec une autre question, est-ce que j'achète des livres ou est-ce que je reçois toujours pour des collaborations? Est-ce qu'il m'arrive d'acheter des livres d'occasion ou de me servir dans des boîtes à livres? Non. J'aime les livres neufs et c'est un problème. J'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais au lycée, j'allais pas mal... Enfin, je m'achetais des livres, mais j'allais pas mal à la bibliothèque. Puis en fait, par la suite, j'ai acheté les livres que j'avais lus en médiathèque, qui m'avaient beaucoup plu. Donc non, c'est pas... Enfin, mais j'ai envie de vous dire, c'est global dans ma vie. Je n'achète pas d'occasion. Sauf les voitures, c'est le seul truc qu'on achète d'occasion. Mais on fait construire des maisons. Enfin, des maisons, on en a fait construire deux. Et puis avant, on avait acheté un appartement sur plan. Mais voilà, ça fait partie de ma façon de vivre. Alors après, je peux revendre d'occasion. J'ai revendu ma maison d'occasion. On a revendu notre maison, on a revendu notre appartement. On revend les voitures. On va vendre les affaires des enfants, les poussettes, etc. Du coup, ça fait circuler et donc ça permet aux gens d'acheter d'occasion. Voilà, c'est comme ça parce que les gens sont toujours surpris quand je dis ça, enfin surpris et jugent un peu, mais voilà. Du coup, ce que je dis, c'est bah oui, mais parce que je revends, ça vous permet d'acheter d'occasion. Les livres, je ne les revends pas. Par contre, quand il y a un livre que j'ai lu, je le garde. Si je reçois un livre que j'ai en double ou que je ne souhaite pas lire ou que je reçois en poche alors que j'avais le grand format, etc. Tout ça, je les donne à mes parents. Et si mes parents prennent ces livres, ils font le tri entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Puis après, ils vont dans des boîtes à livres, ils donnent à la médiathèque, etc. Est-ce que j'achète mes livres ou est-ce que je les reçois toujours pour des collaborations? Alors ça, je suis très transparente sur Instagram, alors peut-être moins sur YouTube. Les deux en fait, et je les lis de façon indifférenciée. Je sais plus, quand je lis un livre, en fait je lis le livre, puis après je regarde et je dis ah c'était un service de presse, ok, ah c'est un livre que j'ai acheté. Enfin vous savez que j'achète énormément quand je vais dans des salons. J'achète moins en librairie. Alors j'achète moins en librairie parce que je suis très accro au salon, donc je peux acheter un livre. Si c'est un auteur étranger que je ne vois pas, là, ça ne me dérange pas de l'acheter en librairie. Si on est sur un auteur que je vois souvent en salon, je me dis pourquoi je l'achète là alors que je vais attendre le prochain salon, que je verrai l'auteur et que ce sera une expérience encore meilleure pour le même prix du livre. Donc, bon, façon de parler, parce que des fois le salon, ça nous coûte, il y a le train, etc., où se situe le salon, mais bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors, vous êtes plusieurs à me demander comment je vais.
Et du coup, je vous remercie pour cette question. Comment je vais? Eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident à répondre. Globalement, ça va. Je confirme que j'ai bien fait un burn-out. Quand j'en parle, on me dit beaucoup. Quand est-ce que tu as fait ton burn-out? Bah, en octobre. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas. Tu devrais être au lit, tu devrais être arrêté, tu devrais... Et c'est pas le choix que j'ai fait pour plusieurs raisons. J'ai 50 vies, j'ai 50 jobs et je vis des expériences incroyables. Et si j'avais décidé de... Si je n'avais pas décidé de me relever, je serais passée à côté de choses. Alors, je dis pas que c'est possible. Je dis pas que les gens qui ne se lèvent pas, c'est pas... Enfin, je sais ce que c'est un burn-out, en fait. Je sais ce que c'est de se réveiller un matin et de se dire, aujourd'hui, j'arrive pas à sortir du lit, je me réveille en pleurs. Je sais ce que c'est. Je sais que tous les matins, je suis pas loin. Je suis pas loin du tout. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Enfin, j'ai une motivation. J'ai de multiples motivations. Et donc ça a énormément aidé. Voilà. Donc c'est très fragile, c'est très très fragile. Je peux rechuter d'un moment à l'autre, c'est très très fragile. C'est pas très bien compris. Il y a des conséquences aussi. Enfin, j'ai eu une grosse névralgie cervico-brachiale qui est encore très 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 fragile. Et puis j'ai des conséquences. Enfin, je suis redevenue très claustrophobe. Je suis redevenue, enfin j'ai à nouveau le vertige, beaucoup. C'est des choses que j'ai eues quand, juste après avoir eu le Covid en fait, quand j'avais beaucoup de mal à respirer. Eh bien j'ai eu tout ça et puis bah voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est pas toujours bien compris, hein. Y compris par des personnes où on se dit mince, si ces personnes-là me soutiennent pas, comment on fait? Eh ben on fait. Parce que ces personnes-là ne me soutiennent pas. Et donc on fait. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est fragile, mais j'ai eu à côté des choses qui m'ont aidée. Pour certains, je suis tombée bas et j'aurais dû m'alerter moi-même avant. Moi, je trouve que j'aurais pu tomber encore plus bas, vraiment. Et je l'ai pas fait, mais c'est pas parce que je l'ai pas fait que ça y est, tout va bien en fait. Non, c'est que je marche sur un fil et qu'à tout moment je peux retomber. Et j'ai parlé avec quelqu'un, une autrice en l'occurrence, d'un livre que j'ai adoré l'année dernière. Et je lui expliquais, et en fait elle était exactement dans le même état, sauf qu'en fait son livre était en train de sortir, donc bah, il fallait assurer la promo. Et ça c'était une motivation de sortir du lit. Oui, mais il y a un moment où on peut pas. Enfin, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et donc, quand il y a des gens qui me disent « j'ai été en burn-out pendant 1, 2, 3 ans », mais je le comprends tellement. Je le comprends. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir les réseaux qui m'ont apporté du très bon, qui m'ont apporté aussi du mauvais, notamment dans cette période, voilà. Et il y a des choses dont je me suis rendu compte et il y avait vraiment du très négatif. Du très négatif. Je n'attire pas que du positif sur les réseaux. Loin de là, une sorte de haine assez incroyable. Mais il y a quand même du très positif. Et s'il n'y avait pas eu les réseaux sur certaines choses, ça aurait pas non plus aidé. Donc voilà, c'est toute la complexité de tout n'est pas noir ou blanc. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça. Et ça dépend du type de burn-out, ça dépend de ce qui l'a déclenché. Après, je trouve que ça se généralise beaucoup à plein de sujets. Moi, il y a tout qui est ressorti en fait. J'ai fait une analyse de ma vie complète que je continue encore. Hein, parce que là, il s'est passé des trucs, poum, voilà, que je continue encore. Mais voilà, c'est pas facile. Voilà. C'est une réponse plus longue que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'est pas facile, c'est très fragile, comme je vous dis. Tout pourrait me refaire plonger. Donc, il faut que je fasse gaffe. Et je pense tellement aux gens qui ont passé tellement de mois, tellement d'années, parce que je le comprends. Il y a 1 an, j'aurais pas compris à ce point-là. Là, je le comprends. Voilà. Bon, on va changer de sujet parce que je vais moi-même replonger dans ma propre vidéo.
Alors, bon, j'ai fait pas mal de ménage dans les questions, là. Je passe à d'autres types de questions. Alors, est-ce que... alors, je suis une grande lectrice. Est-ce que j'ai déjà eu envie d'écrire un livre? Et si oui, est-ce que j'ai une thématique en tête? Alors, est-ce que j'ai déjà eu envie d'écrire un livre? Bah, je sais pas trop. Je suis pas sûre que ce soit pour moi. Alors, j'ai déjà eu des histoires en tête. Ça m'est arrivé pendant une période. Bah, ça fait partie de la créativité. Puis, il y a des moments où la créativité, elle est prise ailleurs, en fait. Et alors, en tout cas, il y a une période où j'ai eu des histoires en tête. Enfin, du style, on est allé à la plage, un peu hors saison. Enfin, ça devait être genre pendant les vacances de Pâques ou... Non, c'était un week-end. Non, mais c'était pas à Deauville ou... Je sais plus. Bref, on installe une serviette, il y avait quasiment personne. À côté, une famille arrive. La famille, c'était pas une famille classique. Puis il y avait comme un couple, une autre femme qui était là, qui s'occupait des enfants. Au niveau des âges, c'était curieux. Je me suis imaginé un truc, une histoire digne d'un très bon Agatha Christie. Enfin, non pas sur le dénouement parce que j'avais pas, mais enfin... Bon, j'ai imaginé plein de trucs et là j'ai été dans une période où j'étais plus disponible mentalement que maintenant et donc j'imaginais des choses, mais de là à écrire un livre, non, non. En tout cas, si je devais en écrire un, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, ce serait certainement un thriller domestique parce que j'ai une passion pour ça et que on se pose toujours des questions sur nos voisins et on se fait toujours des films et voilà. Donc cette partie-là. Mais derrière, non. Puis je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne et je sais comme je sais quelles sont les étapes dont j'aurais besoin pour me sentir légitime pour écrire un livre et j'en ai pas envie de ces étapes-là. Voilà. Alors, après, moi, j'ai pas du tout le bagage littéraire, j'ai pas du tout la base, j'ai rien du tout de tout ça. Et donc, est-ce que j'ai déjà eu envie d'écrire un livre? Non, pas d'écrire un livre. Est-ce que j'ai déjà imaginé des histoires? Oui. Sur une petite période et depuis tout mon esprit est totalement pris par tout mon quotidien, tous mes jobs différents, la famille, etc. Voilà. Est-ce que pour moi le livre représente un refuge? Si oui, est-ce que je suis prête à partager ce que je cherche à éviter ou à fuir à travers la lecture? Alors, si on peut dire un refuge, j'aurais envie de dire... la lecture, ça me permet de me détendre en fait. Donc, vous savez, je tricote, je tricote en même temps si je suis capable de tricoter, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. J'ai un casque avec réduction de bruit, d'ailleurs, il faudrait que je vous en reparle parce que j'ai énormément de questions en ce moment sur ce casque. Et dans ce casque-là, j'ai de la musique calme, zen, voilà. Mais cette bulle, c'est pas pour échapper à je ne sais quoi. Non, c'est juste parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je cours partout, j'en fais beaucoup et que là, c'est le moment où je me ressource et que je mets toutes les chances de mon côté pour me ressourcer au maximum. Et donc voilà, donc ou alors j'échappe au fait de travailler parce que si j'avais pas ça, je travaillerais tout le temps en fait. Voilà, donc je fuis le travail. Après des semaines de je ne sais combien d'heures à travailler, quand je lis, je fuis le travail. Je sais pas trop. La lecture m'a-t-elle déjà aidé à sortir de situations difficiles? Vous m'avez bien suivi pendant la période de mon burn-out qui s'est fait en 2 temps. L'écroulement psychologique qui a été très court, mais que pas terminé en fait, mais qui a été très court en nombre de jours d'arrêt en fait, puisque j'ai été arrêtée 3 jours. Et l'écroulement physique qui là, je sais plus combien de temps j'ai été arrêtée, 1 semaine, je sais plus. Avec ma névralgie cervico-brachiale qui à ce jour est la douleur la plus intense que j'ai pu vivre. La lecture m'a aidée dans ces 2 cas. Vous avez vu ce que j'ai lu, je vous en ai pas mal parlé, ça a fait l'objet de vlogs. Donc la lecture m'a aidée à me sortir de situations difficiles. Est-ce que c'est grâce à la lecture que ça m'a permis d'aller mieux? Je sais pas, mais en tout cas ça m'a aidée.
voilà, ça m'a aidé à m'évader, ça m'a aidé à passer le temps de la crise. Donc là, ça m'a aidé. Après, j'enregistre pendant un week-end. J'ai eu un truc qui m'a fortement agacée. Bon, c'est toujours lié à un de mes jobs, en fait. Je travaille tout le temps, en fait. Non, mais il y a un truc qui m'a agacée, voilà, beaucoup. Puis j'ai pris un bon livre et pouf, j'avais oublié, quoi. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions qui sont pas trop sur ma vie privée, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, à bientôt!